Stratégie immobilière et performance au travail, penser l'espace de travail de demain, est un ouvrage qui vient tout juste de sortir, proposé par le groupe Cardam et l'ADI, l'association des directeurs immobiliers. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Publié sous la direction de Nicolas Cochard, directeur recherche et développement de Cardam, ce guide pratique tente de brosser le portrait robot du bureau idéal. Mais en quoi consiste exactement le concept de bureau idéal tel qu'il est dépeint dans ce guide ? Posons la question à Nicolas Cochard, qui est notre invité aujourd'hui. Alors le bureau idéal a été entendu dans cet ouvrage comme une focale portée sur le parcours des salariés et des occupants. Et l'idée de cet ouvrage était de se dire, tiens, finalement, depuis le départ de chez soi jusqu'à sa pratique de l'espace de travail, quel pourrait être le parcours idéal du salarié, compte tenu de plusieurs éléments qui à mon sens, sont absolument incontournables. En quoi peut-on avoir un bureau qui puisse satisfaire le confort physique, qui est quand même finalement l'attente minimale que l'on peut avoir d'un espace de travail ? Le confort physique, c'est la lumière, l'acoustique, l'ergonomie des postes. Est-ce que je suis bien quand j'arrive pour travailler déjà ? Ensuite, on définit le bureau idéal par le confort fonctionnel, qui répond à la question très simple, aurais-je les moyens de bien travailler lorsque je vais me rendre sur mon lieu de travail ? Et alors là, le confort fonctionnel dépend des profils, des métiers, mais la question pour tout le monde est à peu près la même. Je vais au bureau pour bien bosser. Ensuite, le confort psychologique entre aussi dans le bureau idéal. Est-ce que l'endroit où je me rends le matin m'apporte du sens, peut participer à structurer mon identité au niveau individuel et collectif ? Ensuite, le bureau idéal, c'est aussi penser en dehors de l'immeuble, puisque le bureau idéal s'inscrit aussi dans un contexte urbain favorable, avec de l'accessibilité, des aménités dans le quartier. Et donc, on a essayé de dépeindre ce bureau idéal par un couple valeurs matérielles et valeurs immatérielles sous l'angle du parcours utilisateur. Alors, ce bureau idéal, évidemment, constitue pour les entreprises un véritable défi. Et quels sont justement ces principaux défis que rencontrent les entreprises actuellement quand il est question d'aménager justement les espaces de travail ? Bien, le principal défi est de répondre, alors, non pas à la question qu'on a beaucoup posée ces derniers temps, comment faire revenir les personnes au bureau. La question est plutôt pourquoi ces personnes reviendraient-elles ? Pour quelles raisons ? Pour quels motifs ? Pour quels motifs valables ? Donc la concurrence du télétravail, en fait, il faut aussi la voir comme une opportunité d'avoir reposé de saines questions qu'on avait peut-être un petit peu perdu de vue. Et le principal défi, en fait, c'est de se dire comment une entreprise va-t-elle pouvoir garantir que lorsque la fréquentation du lieu de travail se fait, la valeur ajoutée y est plus forte. On parle donc de fluidité de l'expérience utilisateur. Alors c'est assez paradoxal, mais on observe tout de même qu'avec le développement du télétravail, les salariés sont devenus plus exigeants envers leur lieu de travail, alors qu'on pourrait attendre le contraire. En fréquentant moins les lieux de travail, on pourrait être peut-être plus indulgent, mais en fait non. Le curseur, il est assez simple. Le pire scénario consiste à se dire j'aurais pu rester chez moi. J'aurais même mieux fait de rester chez moi pour tout un tas de raisons. C'est à peu près ce qui peut arriver de pire. Et puis en face, le meilleur scénario serait j'ai bien fait de venir. Et dans ce j'ai bien fait de venir, c'est sans doute la capacité des lieux de travail à garantir à la fois les moments collectifs et sociaux, qui sont effectivement plus demandés qu'auparavant, tout en garantissant aussi la qualité des moments de travail individuels. Parce qu'il ne faut jamais oublier tout de même que même dans les entreprises qui se disent très collaboratives, une partie non négligeable, voire majoritaire de nos tâches reste individuelle. Donc, on a une gestion de ces flux de salariés qui, auparavant, était assez quantitative, mais qui aujourd'hui est plus qualitative, pardon. Et donc, on a du côté des directions des entreprises ce gros défi de dire, tiens, l'hybridation doit pouvoir faire en sorte que dehors, quand les salariés sont en télétravail, le travail est performant, et à l'intérieur, il l'est aussi. Et en fait, ça, c'est un faux débat. Il y a des études qui sont parues encore très récemment. Les débats sur est-on plus performant, télétravail ou au bureau ?
Eh bien, en fait, ça dépend des moments, des tâches que l'on a effectuées. Si je prends l'exemple de la créativité, on a beaucoup dit que la créativité était meilleure au bureau. Bon, il y a une étude récente qui a montré que ça dépendait de quelle créativité on parle et que la créativité pouvait aussi se faire à la maison. Donc, le principal défi des entreprises, pour revenir à la question, c'est vraiment d'essayer de se dire, peu importe l'endroit où se trouve mon salarié, la performance doit se faire et surtout avec son propre arbitre et ses propres choix. Et c'est ça qui est aussi important à souligner avec, pour le coup, la question de l'alignement. Ça, c'est un vrai défi pour les entreprises, d'essayer de faire coïncider la promesse de l'espace de travail, puisque il y a une symbolique qui est véhiculée par l'espace de travail, et la réalité humaine, notamment managériale. Je prends un exemple très simple, mais si vous voulez déployer le flex office avec des valeurs d'autonomie et de confiance, eh bien, va falloir derrière que ces valeurs soient effectivement satisfaites, sinon on arrive dans de la publicité mensongère. Et c'est là que l'on rencontre des difficultés. Comment aborde-t-on la complexité de l'évaluation de l'influence de l'organisation spatiale sur la performance des collaborateurs de bureau dans le cadre du travail de recherche et développement qu'effectue Nicolas Cochard, et notamment pour ce guide Stratégie immobilière et performance au travail? Alors, on ne peut l'aborder que sur mesure. Donc, bon, il y a plusieurs stratégies. Alors, il y a une littérature très abondante sur la manière de collecter de la donnée. Il y a même un ouvrage qui est paru il y a quelques mois là de Nigel Osland, un Britannique, sur les enquêtes post-occupation. Donc, vraiment un ouvrage dédié à cette question. Comment on aborde cette complexité, avec quelles données et quelles méthodes? Donc, les retours d'expérience. Mais alors, les retours d'expérience, les enquêtes quantitatives et qualitatives, pas seulement après la livraison d'un projet. Si je dresse un scénario, encore une fois, idéal, qui apparaît dans l'ouvrage, c'est la collecte annuelle, par exemple, de données qui permettent de voir à la fois si l'adéquation entre la conception et les besoins a été satisfaite, mais aussi si cette adéquation est pérenne. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les espaces de travail, une fois qu'ils sont conçus, ils ont une date de péremption en quelque sorte, puisque les organisations sont des objets vivants. Hein. On va savoir trouver avec de la donnée, avec des enquêtes régulières, à fréquence régulière, si l'adéquation est toujours d'actualité. Et en fait, l'histoire classique d'un espace de travail, c'est que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après sa livraison, il a sans doute été détourné, modelé, il a été modifié. Et c'est tout à fait normal s'il ne correspond peut-être plus aux besoins et usages qui, eux aussi, ont évolué entre-temps. Eh bien, la meilleure façon de cerner cette complexité, c'est de collecter de la donnée et d'avoir un plan d'action qui évite de se poser des questions une fois tous les 6, 7 ou 8 ans quand des grands projets de réaménagement sont à l'œuvre. Et donc, ces retours d'expérience que l'on promeut doivent aussi s'inscrire dans un temps long. Ça tombe bien puisque l'immobilier est aussi un temps long. Donc, allons-y. Il faut jouer d'ailleurs sur ce temps long, le temps long et le temps court qui sont, c'est-à-dire il faut se dépêcher d'agir et en même temps, effectivement, comme vous dites, c'est un temps long. Comment on arrive à jongler justement entre les deux? Eh bien, on essaye dans un premier temps de s'extraire des effets de mode, s'extraire de pas mal d'idées reçues qui circulent dans notre industrie. L'immobilier n'aime pas bien les effets de mode, hein. Donc tout ce qui concerne actuellement les besoins, les usages, doit vraiment être taillé sur mesure, même si on connaît les grandes tendances qui peuvent être à peu près universelles. Mais le temps long, c'est la capacité de se dire, je vais pouvoir... Alors, non pas connaître les usages et les besoins de demain, parce que par définition, on les connaît peut-être pas, mais je vais pouvoir concevoir des espaces qui pourront être adaptables en fonction de besoins et d'usages qu'on ne connaît pas encore. Le constat est très simple, hein. Même si je mets la crise sanitaire un petit peu de côté, mais nous ne travaillons pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il n'y a aucune raison que dans 10 ans, nous travaillons de la même manière qu'aujourd'hui. Donc là, le défi de la conception, c'est de pouvoir justement aller vers la flexibilité, mais pas conceptuellement.
la flexibilité, la malléabilité de l'espace conçu. Est-ce que vous évoquiez il y a quelques instants des cas concrets qui sont utilisés? Est-ce que vous-même, vous en avez utilisé dans le cadre de ce guide stratégie immobilière et performance au travail? Peut-être même en regardant, peut-être chez vous, directement chez Cardam? Alors, des cas concrets, on en trouve. Alors, effectivement, dans l'expérience terrain que Cardam peut avoir, on en trouve aussi dans la littérature académique, parce que il y a toujours un petit peu cette idée que les chercheurs qui travaillent sur nos sujets sont parfois un peu éloignés des terrains, mais en fait pas du tout, puisque les études que l'on trouve dans l'ouvrage sont basées sur des enquêtes dans des vraies entreprises. Si je combine les deux expériences terrain et études que nous avons pu consulter, on s'aperçoit en fait que il y a des recettes pour justement que la conception puisse être évolutive. L'une de ces recettes, c'est d'avoir une conception ouverte qui permette aux occupants, aux futurs occupants, d'agir un peu par eux-mêmes. Donc là, il y a un peu la notion d'empowerment derrière. Plus la conception sera fermée, moins l'évolutivité sera garantie. Et qui mieux que les occupants, les salariés, peuvent savoir en temps réel quelle sera l'évolution de leurs usages et besoins, il n'y a pas mieux qu'eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir une réflexion sur cette idée que l'espace de travail doit évoluer en temps réel pour éviter que l'on agisse toujours à contretemps sur les usages et les besoins. Et donc, je le promeus beaucoup dans l'ouvrage, do it yourself, laisser les salariés modeler, pour partie évidemment, mais leur espace de travail, parce que ce sont les mieux qualifiés pour s'adapter à leurs besoins. Alors moi, je suis à l'origine spécialiste du 19e siècle en tant qu'historien. Et les premiers ateliers des artisans, la proto-industrie n'était ni plus ni moins que la conception d'espaces de travail faite par les artisans eux-mêmes qui répondaient en temps réel à ce qui leur paraissait le plus performant pour leur travail. On est un peu dans cette idée-là d'artisanat. Laissons une part d'artisanat dans la manière de gérer, de concevoir les espaces, parce que les évolutions sont très rapides aujourd'hui. Ça veut dire que c'est dans l'histoire aussi que l'on peut trouver les solutions pour le futur? Oui, parce que on est encore, depuis une centaine d'années, on est un peu sous influence taylorienne. On admet que un poste égale une personne pour une tâche. Mais en réalité, l'histoire du travail, si on fait l'exception de cette parenthèse taylorienne, l'histoire du travail, elle est plutôt basée sur la capacité des groupes à concevoir eux-mêmes leur espace et à le faire évoluer eux-mêmes. Ça, c'est valable pour le travail rural. Ce travail proto-industriel que je viens de décrire. Il n'y avait pas de concepteur nécessairement, mais on voyait bien que les travailleurs eux-mêmes avaient la capacité de concevoir des espaces pour répondre à leurs besoins. C'est l'histoire de l'outillage, et il ne faut jamais oublier que l'espace de travail reste un outil de travail. L'espace de travail reste un outil de travail, mais un outil qui, quand on doit le réaménager, a forcément un coût. Quelles sont les implications financières et opérationnelles de la mise en place des recommandations que l'on trouve dans ce guide Stratégie immobilière et performance au travail pour les entreprises? Réponse de Nicolas Cochard. La question des coûts, elle est très complexe à cerner en fait, puisque le principal débat est de dire, tiens, si j'investis dans un espace de travail, est-ce que je peux avoir des données tangibles et objectives qui vont me permettre de quantifier l'investissement réalisé? En fait, si on parle de retour sur investissement, de KPI, le problème, c'est que c'est très compliqué à cerner dans le travail tertiaire. Dans le travail industriel, vous avez des entrées, des sorties assez objectivables. Dans le travail tertiaire, la sortie, elle l'est beaucoup moins. Et donc, le débat sur l'investissement financier n'est pas terminé, est loin d'être terminé, parce qu'on a du mal à quantifier quand on parle d'espaces de travail qui vont faciliter la communication, la collaboration, la créativité, tout ce que vous voulez. Ça se quantifie difficilement. Par contre, on peut raisonner en creux. Faites des espaces de travail où l'inconfort physique est présent,
où l'inconfort fonctionnel l'est aussi et où l'inconfort psychologique prévaut, là on est à peu près sûr que la satisfaction n'arrivera pas. Et il y a énormément d'études qui ont établi les liens entre satisfaction perçue et performance perçue. Et c'est peut-être en creux, par une approche un peu par la négativité, qu'on pourrait se dire qu'on est à peu près sûr que si les espaces de travail ne sont pas satisfaisants, la performance sera dégradée. Mais c'est vrai que c'est une question qui obsède, et c'est bien normal, les décideurs. C'est-à-dire, les investissements vont être lourds. Est-on sûr qu'ils vont être capables de nous apporter en retour? Alors, l'autre problème de cette quantification, c'est aussi beaucoup d'incantations qui inondent un petit peu notre secteur professionnel. Un certain déterminisme spatial. Faites ceci, il se passera cela. Si je prends par exemple la question du décloisonnement, décloisonnez vos espaces et vous allez voir que les gens vont communiquer et collaborer davantage. Passez au flex office et les gens vont avoir de la créativité plus qu'ailleurs, plus qu'avant. Beaucoup d'études ont montré que c'était pas nécessairement vrai. Donc attention aussi quand on se pose la question de l'investissement à toutes ces formes un peu incantatoires qui nous ferait penser que telle action va produire tel effet. On sait en fait, et c'est vraiment le fil conducteur de cet ouvrage, que l'espace matériel n'est qu'un levier pour activer des choses, mais que si je parle de créativité, de collaboration, de communication, tout ce que l'on veut, ce sont plutôt des dynamiques humaines qui sont à l'œuvre. Donc l'espace peut les faciliter, certes, et donc dans ce cas, l'approche investissement peut être tout à fait pertinente. Mais prenons encore une fois en creux, prenez des espaces qui feraient la promotion de la créativité, salle de créativité, salle inspirante, tout ce que vous voulez, avec un management qui ne faciliterait pas cette créativité. On est à peu près sûr que la créativité n'arrivera pas. Prenez des salles de créativité, encore une fois, où le droit à l'erreur est plutôt mal vu dans une entreprise. Bon, là, on sait à peu près quel sera le résultat. Donc, il faut vraiment, pour répondre à la question posée sur l'impact, l'implication financière, il faut vraiment voir qu'il est peu quantifiable, mais c'est vraiment le mélange d'une approche matérielle et immatérielle qui va faire que l'on pourra sans doute se dire que l'investissement valait le coup. Après, il peut se quantifier par des retours d'expérience qu'on a évoqués tout à l'heure, par des enquêtes post-occupation. Quand la performance perçue des salariés est bonne, on peut se douter qu'il y a eu un effet positif de l'espace de travail sur l'organisation au sens large. Mais ça reste quelque chose de très difficile à quantifier. Stratégie immobilière et performance au travail est donc avant tout un guide. Ce guide, comment peut-on envisager que les entreprises puissent l'utiliser pour améliorer leur performance et leur attractivité en tant qu'employeur? Nicolas Cochard nous livre sa solution. Alors, ce guide est construit autour vraiment de fiches un petit peu techniques, mais si vous voulez, c'est pas un guide qui se lit nécessairement du début à la fin en fil continu. Vous pouvez prendre n'importe quelle page et avoir une fiche. Alors, les entreprises, les organisations qui sont autour de Cardam peuvent utiliser ce guide, d'une part, pour avoir un petit peu de mise en perspective, de nuance sur toutes les facilités que je viens de décrire, un peu ces idées reçues, et de se dire, tiens, peut-être que sur un certain nombre de sujets, ça vaut le coup d'aller peut-être voir un peu plus loin que ce que l'on peut facilement lire ou entendre. Si je prends les questions de marque employeur, il y a aussi cette idée reçue que je lis à peu près au quotidien, les espaces de travail attirent les talents. Bon, oui, mais dans quelles conditions? C'est pas si simple, si vous voulez. C'est-à-dire que ce serait effectivement très simple et très souhaitable finalement de dire tiens, les espaces de travail vont être revus qualitativement et on n'aura plus de problème de recrutement. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, les entreprises, les décideurs à qui on s'adresse aussi peuvent essayer d'avoir un peu de recul sur tous les sujets qui les inondent au quotidien. Le deuxième point très important, c'est d'avoir
je l'espère, à l'issue de la lecture de ce guide, plus de questions que de réponses, avec l'idée derrière que les grandes vérités toutes faites, méfions-nous de tout ça. Seule l'approche contextuelle doit être valable. Une entreprise ne fait pas l'autre, une culture ne fait pas l'autre, y compris dans les grandes organisations. Un site ne fait pas l'autre. Il y a des études que je mets dans cet ouvrage qui montrent que dans une même grande entreprise, un site A et un site B ont des cultures possiblement différentes. Donc l'idée derrière, l'idée vraiment centrale, c'est de dire lisons ce guide pour avoir des grandes clés de lecture, des grandes dynamiques à l'œuvre, mais n'oublions jamais qu'il faut les confronter au contexte parce que seul le contexte compte, au risque de concevoir et d'exploiter des espaces de travail qui ne correspondraient pas à ce que les groupes d'habitants vraiment sur site voudraient et dont ils auraient besoin. Donc deux choses vraiment mises en perspective et contextualisation. Et le sous-titre de cet ouvrage, c'est « Penser l'espace de travail de demain ». Comme vous nous l'avez dit, il s'agit de le penser et en même temps, on ne peut pas savoir ce qu'il va être demain. Donc, le penser le plus largement possible. Et oui, parce que là encore, il y a énormément d'articles qui vont vous dire, tiens, les espaces de travail de demain seront comme ceci et comme cela. Bon. Oui, on sait qu'il y a des grandes tendances. On sait que l'intelligence artificielle va nous aider à peut-être concevoir, à exploiter les espaces de demain, pour les connaître sans doute mieux en temps réel. On sait toutes ces tendances, mais n'empêche qu'il y a toujours des invariants. Et dans l'ouvrage, vous aurez ce couple évolution et invariant. Oui, il faut prendre en compte ce qui évolue, ce qui change. Nous ne travaillons plus de la même manière qu'il y a quelques années, mais nos besoins, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de psychologie aussi dans cet ouvrage, nos besoins sont toujours invariants. Si je parle de personnalisation, de territoire, d'appropriation, d'identité, ça c'était valable il y a 20 ans, ça le sera toujours dans 20 ans. Donc n'oublions pas non plus que peut-être que la promotion de ce qui est évolutif, créativité, flexibilité, sérendipité, tout ce que vous voulez hanter, est important, mais il ne faut jamais négliger les invariants psychologiques qui sont ceux de notre rapport à l'espace depuis des millions d'années et qu'on ne va pas changer d'ici demain. Stratégie immobilière et performance au travail, penser l'espace de travail de demain, un guide particulièrement passionnant conçu par le groupe Cardam en collaboration avec l'ADI, l'association des directeurs immobiliers, un livre réalisé sous la houlette de Nicolas Cochard, directeur recherche et développement de Cardam, que l'on remercie pour l'excellence de son expertise. Un grand merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.